Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans ce bilan des 60 ans de Doctor Who, dans lequel on va revenir sur les 3 épisodes qui sont passés en novembre et décembre 2023 sur nos écrans. On va essayer de faire court, Pauline. Oui, bien sûr, on va essayer de faire court. On va essayer. C'est 3 épisodes. On va essayer. On va essayer. Moi, je dis on va faire court. Parce qu'il est déjà, tu peux être sur combien? Il est déjà 23h30, là. Moi, je dis que la vidéo, elle va faire 20 minutes, 23 minutes. Moi, je dis que la vidéo, elle va faire 35 minutes. D'un autre côté, tu fais exprès, tu dis, je pense que la vidéo va faire... Bah oui, bien sûr qu'elle va être plus longue si tu parles comme ça, Pauline. Déjà, là, on est en train de perdre du temps, là, tu vois. Oui, on rentre tout de arrête. suite dans le vif du sujet. Les gens n'en ont rien à faire de la durée de la vidéo. Ils veulent savoir notre avis sur les épisodes des 60 ans. Julien, qu'est-ce que tu attendais de ces épisodes des 60 ans de Doctor Who? Alors, j'attendais qu'il soit bien. D'accord, c'était juste ça tes attentes. Non. En vrai, à partir du moment, il y a très longtemps, dans les temps anciens, quand on a appris que Tennant revenait, où il y avait des suspicions que Tennant revenait, moi j'étais prêt à y croire en fait. J'étais vraiment prêt à me dire, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, d'avoir Tennant qui revient. Et peut-être, moi je voyais tout un truc sur la nostalgie. La nostalgie c'est pas quelque chose de viable, tu vois, c'est quelque chose qui peut pas fonctionner tout le temps. Et donc du coup j'imaginais beaucoup ça, j'imaginais beaucoup 3 épisodes un peu qui s'entremêlaient un peu et tout ça, voilà. Tout ce qu'on n'a pas eu. Toi qui es surnommée Madame Irma, tu t'es un peu foiré là-dessus, hein. Alors, il y a le côté attente et il y a le côté ça je pense qu'il va y avoir. Tu vois, c'est pas la même chose. Sur les détails. Ouais, sur le détail, tu vois. Mes attentes à chaque fois sont mauvaises parce que en fait, je m'attends tout le temps, et je pense que toi aussi, on s'attend tout le temps à des trucs qui nous touchent nous en fait, sauf que c'est ça, on a envie que la série nous parle à nous, sauf que la série n'est pas faite pour nous parler, elle est faite pour raconter une histoire. Et c'est vrai que j'avais un peu les mêmes attentes que toi, j'espérais que ce soit du gros méta qui vient justement toucher la notion de nostalgie, justement pour que ce visage de Tennant qui revient, c'est justement pour illustrer cette nostalgie exacerbée. Bon, ça n'a pas été le cas, mais donc voilà, c'est vrai que les 60 ans n'ont pas correspondu aux attentes qu'on s'en était fait, ça c'est clair. C'est pas pour ça que c'était nul. Voilà, on va revenir sur chaque épisode, on va revenir également sur les personnages et sur quelques petits points. Donc on peut commencer directement, je pense, avec The Star Beast, que du coup on a eu le temps de digérer. Personnellement, j'ai eu un peu le temps de l'oublier. C'est là, je pense, où on voit que c'est un épisode assez basique, on va dire entre guillemets, parce qu'en réalité, The Star Beast m'est sorti de la tête très vite. Il y a un truc sur Star Beast et aussi sur The Giggle, je trouve, c'est qu'on en a su beaucoup avant, en fait. C'est vrai qu'on en savait énormément. En vrai, on avait l'impression de pas trop en savoir, et en revoyant les épisodes, j'ai l'impression qu'en fait, on savait déjà tout, presque, sur l'épisode. Et donc, du coup, ça joue beaucoup sur le fait qu'on les oublie. Il y a quand même quelques trucs sympas. Le MIP. Ah, le MIP, génial. Le MIP, vraiment incroyable. Très, très fidèle aux comics. C'est du Doctor Who pur jus, quoi. Mais vraiment, c'est un plaisir. Une des choses qui me plaît le plus dans ces 60 ans, c'est véritablement un retour assez fort du Doctor Who pratique, qui est quelque chose qui avait pas mal sous l'ère RTD, mais qui était déjà complètement minime par rapport à l'ère classique. Les monstres en caoutchouc avaient déjà été pas mal remplacés par les monstres en CGI, et plus on a avancé dans le temps, plus ça a été remplacé, et c'est vrai que le retour aux marionnettes, alors qu'aujourd'hui, du coup, on a des marionnettes beaucoup plus perfectionnées qu'avant, c'est un délice, c'est un plaisir, et c'est vrai que ça m'a énormément plu sur Star Beast, sur The Giggle aussi, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, bon, je ne sais pas, on verra, mais c'est vrai que le MIP, génial. J'ai beaucoup aimé aussi les guerriers Rars, qui, pareil, sont très ressemblants avec les comics, et dont j'adore les voix. Je trouve que le fait d'avoir des voix humaines sur des monstres de Doctor Who, on a tellement pas l'habitude qu'on a sursauté sur le coup. C'est vrai que j'ai sursauté, j'ai dit, en fait, on les voyait parler, et je me dis, il y a quelqu'un derrière eux, il y a quelqu'un devant eux, je comprends pas. En fait, non, c'était juste leur voix tout à fait normale. Et ça m'a fait rire, et ça m'a plu, c'était rafraîchissant. Donc pour moi, vraiment, le niveau monstre de l'épisode, c'est un sans faute. C'est une vraie réussite. Après, il y a le côté famille Noble. Je suis pas un grand fan de Donna, je suis désolé pour tous les téléspectateurs, hein. Mais je suis vraiment pas un grand fan de Donna, et encore moins de Docteur Donna, c'est quelque chose que ça je déteste Docteur Donna. Mais bon, bref. Elle m'agace. C'est des goûts, c'est nos goûts, quoi. Mais là, la retrouver, c'était plutôt sympa. En plus, maintenant, elle est plus calme, un peu blasée et tout. Elle m'a rappelé un peu mon quotidien, parfois, de maman surbookée, et qui,
sa vie elle est chouette, mais par moment t'as un peu envie de souffler quand même. Et au lieu de souffler, on fait des vidéos à 23h30 derrière un bar parce qu'on n'a pas pu les faire plus tôt parce qu'un enfant a été réveillé. Donc voilà, je me reconnais en cette Donna. Et puis c'est vrai qu'en plus rencontrer vraiment sa famille avec Sylvia qui a énormément changé, j'ai adoré le personnage de Sylvia. Oui. C'est vrai qu'en fait, j'avais dit qu'on en parlerait plus tard, mais est-ce que tu veux qu'on parle tout de suite de la famille Noble? Au moins ce sera fait. Sylvia, on sent une véritable évolution dans le bon sens du terme suite à sa dernière rencontre avec le docteur qui a été un peu salé. Un personnage beaucoup plus humain qu'avant en fait, et beaucoup plus réel en fait, je trouve, Sylvia dans cette saison. J'ai trouvé surtout dans cet épisode en fait, mais parce qu'on la voit. Oui, après c'est vrai qu'on la voit plus après. On la voit juste autour de la table à la fin. Mais c'est vrai que c'est un des personnages qui a les réactions les plus humaines et qui est tout le temps dans le doute, qui essaie de faire le mieux qu'elle peut, mais qui pour autant fait des erreurs, mais essaie de se racheter, essaie vraiment de bien faire, de reconstruire bien son lien avec Donna, de la choyer. En fait, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé intéressant dans le fait de retrouver ces personnages plus de 15 ans après, c'est véritablement l'évolution de tous les personnages. Il y a aussi du coup des autres personnages, et des personnages, enfin du coup Rose, il y a Sean qu'on aussi. Voit moins. Sean est un peu plus confidentiel, il est génial. Et du coup Rose, j'ai adoré ce personnage en vrai. Je trouve ça... On l'aime immédiatement. Moi moi je l'ai aimé immédiatement. Ouais, pareil, c'est vraiment un personnage sympathique, qui donne envie qu'on la suive en fait un peu. Et pleine d'espoir, très optimiste, qui pour autant a une vie pas forcément toute rose, mais qui arrive à voir le bon dans... Ah oui, c'est vrai qu'elle s'appelle Rose, je vous promets que c'était pas fait exprès. Mais qui essaie toujours de voir de l'optimisme en toute chose. C'est un personnage très touchant, dont j'ai trouvé l'écriture assez grossière par moments, mais qui n'empêche, ça reste quand même un personnage qui m'a marqué et que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et que j'espère revoir. Pour moi, c'est un gros problème. Alors, en fait, quand on a appris qu'il allait avoir cette actrice dans Doctor Who, j'étais content parce que je pensais qu'on allait avoir un personnage trans qui allait juste être un personnage comme les autres. Le fait que toute sa storyline tourne autour du fait qu'elle soit trans en fait. Déjà c'est important, mais en même temps c'est aussi important d'avoir un personnage trans qui vis-à-vis juste et qui a pas besoin d'être tiraillé dans tous les sens par le fait d'être trans. Je trouve ça dommage. Après il y a des choses très bien faites comme les discussions entre sa grand-mère et sa mère, enfin des trucs comme ça qui sont plutôt bien amenés. Cette discussion avec le MIP aussi dans la cabane. Ouais voilà. En fait ça faisait un peu le personnage, on ne lui a pas laissé le temps de se construire avant de rentrer un peu dans l'art du truc, et c'est vrai que du coup ça faisait un peu abrupt. Ce qui est dommage parce que je pense que les thématiques que ça abordait sont super importantes, sont très intéressantes. Et le problème, c'est qu'en fait, sur 3 épisodes, c'était trop court pour développer un personnage comme Rose, de la manière dont ça a été fait, je veux dire. Donc c'est pour ça que j'aimerais la revoir, parce que j'ai pas envie... déjà parce qu'elle est cool, elle est super cool, et en plus, j'ai pas envie que la seule chose qu'on sache véritablement de ce personnage, à part le fait qu'elle sait faire des... Si, on sait qu'elle sait faire des pluches, qu'elle fait de la flûte, et qu'elle fait du théâtre, mais on a passé assez peu de temps à la fréquenter et j'aimerais qu'on apprenne à la connaître plus, j'aimerais qu'on apprenne à plus connaître ses doutes et qui elle est profondément en fait. Après, toujours pareil, sur ce genre de sujet, on peut jamais être content. Enfin, il y aura toujours des mécontents. Soit on traite trop le sujet, soit pas assez. Enfin, il y a jamais un juste milieu, c'est impossible. Tu auras toujours des gens, on est d'un côté, mais t'en as de l'autre qui vont dire c'est important qu'on voit ça, c'est la réalité pour une personne trans et tout ça. Ouais, après, oui, aussi. Et aussi. Je suis pas, en plus, enfin, on est personne pour juger de ça, en fait. C'est juste plus une question d'envie qu'on a quand on voit des personnages, en fait. Mais ouais, je pense vraiment que le fait que ce soit limité à 3 épisodes, c'est sûr que on peut pas développer des personnages comme sur une saison complète. Ou sur une saison complète, Rose, tu peux la faire revenir 3-4 fois dans la saison.
et apprendre des choses différentes sur elle. Là, bon, bah, il fallait faire vite. Et je trouve que du coup, ça s'est un peu fait au détriment des personnages, et pas que dans celui-là. Dans le 3e, j'ai aussi un peu la même critique. Et tu dis ça, donc c'est difficile avec les nouveaux personnages, mais c'est aussi très difficile avec les anciens quand t'as 3 épisodes. Parce qu'au bout du premier épisode, t'as tout le truc de Dr. Donna, qui est comme ça, qui est vraiment... Ah non, ça c'est la honte. Hein. La résolution de Dr. Donna, je suis désolée. Ça gâche, pour moi, le personnage de Donna. Le personnage de Donna qui devait ne pas savoir, sinon elle mourrait. Et c'est fort, en fait. C'était quelque chose... c'est un des trucs que j'aime dans le personnage de Donna, c'est que c'est une des compagnes qui a eu le départ le plus logique, le plus dur aussi, parce qu'elle est pas juste morte, elle est pas juste partie, et tout le monde était là, comment elle va faire pour se souvenir et tout. Et en fait, c'est bâclé. C'est en un épisode, bon, c'est genre, et vous voulez du Tennant, bah alors voilà, vous voulez Catherine Tate, bah alors voilà. Ça fait plaisir de les revoir, ça fait mais pas comme ça. Grosse déception, la résolution de la première fin de Donna, parce que c'est vrai que pour moi c'est véritablement le départ de compagne le plus déchirant de la New, et son départ actuel me fait rien en fait. Alors c'est bien, hein, oui c'est bien, elle a sa petite vie heureuse, j'arrive à faire la part des choses entre les personnages réels et les personnages de fiction, et donc les personnages de fiction, bon je m'en fous un peu s'ils ont une happy end, c'est cool hein s'ils ont une happy end, tant mieux, mais disons que vraiment ce départ de compagne en faisait une compagne unique et déchirante. Et même si je sais que ça n'efface pas la fin de l'époque, ça en diminue largement les effets. Et je trouve ça dommage parce que du coup, quand on va revoir Journey's End maintenant, et tout ce que je vais me dire, c'est que c'est un peu vain en fait. Ça va me gâcher l'émotion. T'as tout ce truc de toute façon avec Doctor Who, quand tu revois t'as Tennant, enfin 10e docteur qui dit I don't wanna go et tout, c'est déchirant, tu te sens pas bien pour lui, il a passé 2 épisodes à dire au revoir à tout le monde, enfin bref, tout ça, mais t'es mal. Pour tout ça, dans les 50 ans, par exemple, tu le revois. Il est pas vraiment mort, tu vois. Enfin, c'est le problème avec Doctor Who, c'est le truc de voyage dans le temps. Et c'est un truc bien, mais en même temps... Toi, t'es team Peter Capaldi, du coup. C'est-à-dire Peter Capaldi ne veut pas revenir parce que il dit que si jamais il revient, ça va gâcher l'impact émotionnel qu'a eu le départ de son personnage. Je suis d'accord avec lui, ouais. Donc, c'est un homme bien, Peter Capaldi. Dans la série pour cette raison. C'est pas qu'il a plus envie de jouer dans Doctor Who, c'est qu'il dit, j'ai fini mon histoire en tant que docteur. C'était bien le en tant que docteur, il veut pas revenir en tant que docteur parce que ça diminuerait l'impact de son docteur. C'est une façon de voir les choses, David Tennant a une version complètement opposée, une façon complètement opposée de voir les choses. Bon, écoutez, je pense qu'il y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Non, ouais, c'est ce que je dis, c'est aussi, c'est tout autant quelque chose qui te gâche les départs que quelque chose de cool parce que t'es content de revoir des personnages la plupart du temps, quoi. Mais le jour où ils vont te faire revenir Amy et Rory ou des trucs comme ça, tu vois, je me dis, mais... ça aura servi à rien, pareil, tu vois, enfin... J'ai envie de dire que l'épisode en lui-même est bien, l'histoire est bien. Ouais. Sauf que sur cette histoire, ils sont venus rajouter l'histoire du docteur et de Donna. Et du coup, ça complique, tout doit rentrer l'un dans l'autre et tout ça, et ça complique trop le truc. L'histoire qui est assez simple, mais plutôt bien exécutée, se retrouve parasitée de trucs énormes sur le lore de Doctor Who, qui sont réglés à la va-vite obligatoirement par des... Bon, en plus, c'est quand même pas terrible, ce truc de on est des femmes et tout ça. Bon, on va pas revenir dessus parce que sinon on a pour des heures. Mais on est des femmes, alors du coup, on peut laisser aller, mais toi, Docteur, c'est pas une femme. Mais si c'était une femme juste avant... Et puis, la précédente, elle aurait compris... Non, parce que tout le principe du docteur de Jodie Whittaker, c'est qu'elle n'arrivait pas à laisser aller, et qu'elle a laissé aller à la fin. C'est littéralement le propos de Power of the Doctor. Bon, on s'est déjà bien étendu, hein. On va peut-être passer à Wild Blue Yonder, parce que là, je pense que les 35 minutes de moi, là, elles sont dépassées aussi très vite. Mon coup de cœur de ces 3 épisodes. On n'en savait rien, donc ça joue. Tu vois, c'est comme ça que je commence, en fait. On n'en savait absolument rien. On s'attendait à beaucoup de choses. Et à la fois à rien. Mais en même temps à rien. En fait, on s'attendait à des choses, mais on se disait, mais non, mais ça va pas être ça. Mais on s'amusait quand même sur les théories et tout. C'était rigolo à voir, en fait, de regarder les gens dire leurs théories et tout. Et même nous, on y a joué, alors qu'on n'est pas des grands fans de se faire des théories. Moi, j'étais à fond sur ils vont rencontrer le 15e docteur et Ruby au détour d'un couloir. C'était ma théorie, ça. Et donc, on se retrouve encore une fois avec un épisode très peu anniversaire. Un épisode très bien, mais qui représente pas l'anniversaire de Doctor Who, quoi.
Je sais pas si on a beaucoup de choses à dire sur cet épisode, parce qu'on a dit beaucoup dans le HO, et je trouve qu'on a plutôt bien résumé ce qu'on en pensait. Bah, c'est un épisode en soi plus simple, enfin plus simple, dans le sens où en fait, c'est un épisode qui prend beaucoup plus son temps, et qui du coup va avoir moins de choses différentes à analyser. Donc je pense qu'on les a déjà bien posées à plat dans le HO, et j'ai très peu changé d'avis sur Wild Blue Yonder. Au contraire des deux autres où j'ai pu avoir un avis un peu plus fluctuant, Wild Blue Yonder c'est juste resté un banger tout du long, quoi. Il y a assez peu de défauts, je trouve, dans cet épisode. On a parlé du couloir CGI. Honnêtement, je le pardonne quand même un peu, même si c'est pas beau. Par le fait que la quasi-totalité de l'épisode a des effets spéciaux dans tous les plans. Donc je trouve que ça pardonne un peu. Déjà, le gros point positif de cet épisode, c'est les mèmes. Enfin, c'est les trucs que ça a apporté. Je veux dire, j'ai toujours, à chaque fois que je pense, j'ai la tête de Tennant en dessous de ses fesses en train de, puis qui marche comme ça, là, l'exorciste, là. Moi, c'est Tennant et Tate entremêlés dans le couloir. Victoria m'en a reparlé cette semaine, notre fille, m'a dit, c'était rigolo, le docteur et Donna, avec les têtes dans le couloir. Je me dis, quoi? Et en fait, elle parlait de quand ils sont coincés dans le couloir. On devait faire le bilan avec elle, mais elle dort à 23h, elle a décidé de dormir. Alors qu'on voulait faire le bilan avec elle. Mais je suis sûr que ça serait très intéressant d'avoir l'avis de Victoria sur ces 3 épisodes, en vrai. Pepperty, Studio Pepperty. Studio Pepperty. Un jour, j'aimerais bien le faire, en vrai. De faire parler de Doctor Who, ouais, parce que je vous promets, c'est complètement à part, hein, mais c'est trop rigolo d'entendre parler de Doctor Who. Elle connaît 3 personnages qu'elle sort tout le temps. Bref, par contre, il y a un gros défaut pour moi à l'épisode. C'est la fin. Le fait que le docteur se trompe en prenant la mauvaise Donna, puis je sais pas, toute la fin comme ça, puis en fait il va la rechercher et tout ça. Moi, je pensais vraiment que c'était un piège. En fait, je pensais soit que le docteur s'était vraiment gouré, qu'ils allaient tuer la vraie Donna. Ouais, ça oui, j'y ai cru aussi, ça. J'ai vraiment eu peur. Soit que le docteur avait fait exprès de prendre la mauvaise et qu'il avait une idée derrière la tête. Mais c'est ce que je dis, c'est que en fait, il aurait dû prendre la mauvaise pour que le néant se dise c'est bon, j'ai réussi à accéder au TARDIS, que celui qui était devant le Tennant néant arrête de courir pour éviter que ça explose. Vu qu'ils étaient dans le TARDIS, c'est bon, il y avait plus besoin. Et que c'était juste ça le plan du docteur, c'était de prendre la mauvaise pour pas que l'autre aille appuyer sur buter le robot, je sais pas ce qu'il était parti faire, mais et j'aurais trouvé ça beaucoup mieux. Puis à la fin, en fait, il revient, hop, il balance et il reprend la vraie Donna et il dit, je le savais en fait. Et comme ça montre aussi que le docteur se tromperait pas de Donna, tu vois. Enfin, c'est ça. En fait, je trouve assez bizarre que dans le 3e épisode, il n'y ait pas de répercussion du fait que le docteur se soit trompé. Donna a pas l'air de lui en tenir rigueur. Après, elle a pas le temps de lui en tenir rigueur, en vrai, parce que oui, c'est vrai qu'elle a pas trop le temps. Mais en fait, c'est jamais réévoqué. Et je trouve que c'est un peu dommage, en fait. Ça manque de liant entre les épisodes, entre les histoires des épisodes. T'as beau avoir à la fin du 3e, t'as la famille Noble qui revient. Ça reparle absolument pas du MIP. T'as très peu de choses, en fait, qui les relient, alors que je pense que tu pouvais assez facilement mettre des petits points. Ouais, bon. Et ça, je trouve que ça en fait partie. Ça aurait, le fait qu'ils aient eu un épisode entier d'introspection. Alors, il y a le truc qui revient de la ligne du sel et compagnie, mais n'empêche que dans cet épisode, il n'y a pas que la ligne du sel, il y a eu l'introspection aussi du docteur et de Donna, et le fait que, justement, ils ont pu voir s'ils pouvaient se faire confiance ou non. Ça aurait dû revenir dans le 3e épisode, ça aurait été intéressant. Bon, passons au 3e épisode, The Giggle. Qu'est-ce que tu as à dire sur The Giggle, Julien? Bah pareil, on a été très salé dans la critique à chaud parce que quand on est sorti de ça, on s'est dit, on s'est foutu de nous. C'était en fait, on voyait qu'il y avait quelque chose l'histoire était bien. On voyait que c'était un bon épisode. Mais... toute la première partie, la partie Toymaker dans le passé, c'est vraiment génial. Et même la partie après est bien, mais on était quand même dérangé par tout ce qu'on a dit dans le HO, voilà. Ouais, qu'on avait plus l'impression de voir le maître que le Toymaker. Alors, j'ai pas de souci avec le fait de voir le maître, et j'adore la scène où il danse, mais je vois pas le Toymaker. Du coup, on l'a revu derrière, ça a beaucoup changé notre avis dessus, parce qu'on savait à quoi s'attendre, en fait. Là où, dans la première fois, on l'a regardé, on s'attendait peut-être à autre chose, on s'attendait à mieux. C'est le truc amusant, c'est qu'en fait, déjà, on avait l'impression de savoir la plupart des choses de l'épisode.
Genre tout ce qui était à propos du Toymaker, on le savait, en fait. Ouais, à quelques scènes près, quoi, mais sinon... Mais ouais, mais on savait qu'il y avait une scène où il avait l'air de danser, on savait qu'il y avait... lui en grand marionnettiste, par exemple, rien que ces trucs-là, et puis Stooky Bill, tout ça, on le savait, en ouais, fait. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu peu de surprises, donc sur le coup, on était un peu deg, on s'est dit, bon, y a pas plus que ça, à part la bigénération, mais... Et encore, il y avait eu des rumeurs, donc bon, on s'y attendait un peu, on s'attendait... Ça faisait partie, oui, des trucs on disait, bon, ça, il peut y avoir ça qui se produit, après, bon, j'étais pas plus sur ça que sur autre chose, mais bon, bref... Mais c'est vrai que la première fois, on a été un peu déçus de voir que ça allait pas plus loin que ça, qu'ils nous en avaient teasé autant, et on trouvait ça un peu fainéant, on trouvait que il y avait pas mal de choses où on se foutait un peu de notre gueule, et surtout, on se disait, c'était bien, mais je m'attendais à tellement plus. Alors, c'est toujours pas l'épisode du siècle, mais quand on l'a revu, là, pour le coup, j'ai vraiment pris mon pied. Pour moi, le gros problème de l'épisode, c'est que c'est un peu comme le premier, c'est que t'as une histoire qui est géniale, mais en même temps, il faut tout résoudre. Ouais. Et le problème, c'est qu'en un épisode, c'est compliqué de tout résoudre. Fallait un épisode d'1h30, déjà. Rien qu'une connerie, mais le Toymaker, c'est un être surpuissant, un être au-dessus du docteur, au-dessus de la réalité, en fait. Enfin, c'est vraiment une sorte de dieu. Les éternels, c'est des sortes de dieux. Il arrive à rentrer dans notre monde, dans notre univers et tout. Jusque-là, ça va, mais tu peux pas t'en débarrasser. Dans l'épisode original de Celestial Toymaker, tout le truc, c'est que tu ne peux pas te débarrasser du Toymaker. Tu peux te débarrasser de son royaume, et du coup, il faut le temps qu'il le reconstruise derrière avant de revenir à l'assaut. Tu peux pas te débarrasser d'un dieu aussi facilement que n'importe quel ennemi. Alors oui, d'accord, t'as tout un truc, le jeu de la balle et tout ça, mais je trouve ça trop facile. En fait, en un épisode, je trouve que ça va pas pour traiter le Toymaker. Oui, c'est pour ça qu'on espérait qu'il soit sur les 3 de toute façon, parce qu'on savait que ça ferait trop court un seul épisode. Moi j'espérais qu'il était derrière tout ce qui arrivait au docteur, de la régénération où ça devient Tennant là avec ses habits, jusqu'à la fin je pensais que ça serait quelque chose de global que le Toymaker a créé pour jouer avec le docteur, tu vois. Mais non. Quand on connaît déjà le personnage avant, il en est un peu décevant. Aussi, oui. Alors que je pense que les gens qui ne connaissaient pas le Toymaker l'ont trouvé probablement génial. En fait, mais nous, je pense que on avait du coup des attentes par rapport à... Justement parce qu'on sait ce qu'il est censé représenter. Et on se disait, mais ça va être super de ramener le Toymaker dans la news, ça va être trop cool, parce que là, avec des moyens pour faire des trucs de fou, alors que l'épisode original était fauché. Il y a des trucs de malade. Les trucs dans sa baraque en 1925, dinguerie. J'ai adoré cette scène. C'est sûr que là, c'est toujours pareil. On est plus à citer les problèmes, le mal et tout. Il faut parler aussi du positif. Oui, mais c'est plus compliqué de parler du positif. C'est juste pour resituer. C'est que l'épisode était très bien. Il y avait des choses magnifiques, des choses super, des moments à couper le souffle. Mais des déceptions. Mais le problème, c'est qu'on est un peu obligé de parler de notre déception parce que du coup, c'est ce qui nous touche le plus, quoi. Et c'est ce qui a fait aussi que dans le HO, on était vraiment salé. Ouais. Mais après, pour autant, tu vois, le HO, on était très salé, mais on a précisé que, on a dit, la note, elle est sévère par rapport au type d'épisode que c'est, parce que on sait qu'on est salé présentement. C'était un peu notre punition. Je maintiens tout ce que j'ai dit dans le HO quand même, même si maintenant le positif pour moi domine vraiment. Je trouve vraiment que tous les points positifs sont balancés par un point négatif important aussi. C'est juste qu'au premier visionnage, le point négatif était souvent un peu plus important que le point positif, alors qu'au revisionnage, je trouvais que le positif dominait le négatif dans l'ensemble. Et puis surtout, on comprenait où ça voulait aller. On a aussi repéré qu'il y avait plein de petits dialogues qui préparaient la bigénération et le fait que le docteur reste sur Terre. Plein de petits dialogues qu'il insère, qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas fait attention la première fois, et du coup, quand ça arrivait à la fin, on a cru que ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, alors que ça avait été préparé, en fait. Ouais, bon, après, c'est préparé dans un épisode, Ouais, toujours pareil, ça manque de liant entre les épisodes. Ouais. Ça, c'est le genre de truc qui aurait dû véritablement... Alors, c'est un peu préparé, dans le sens où la bigénération, tu peux essayer de trouver des liens avec la fin de The Star Beast, la fin chelou de The Star Beast, mais vu que la fin chelou de The Star Beast, elle est pas très bien faite, le lien se fait pas forcément super facilement, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette fin où le 14e docteur reste sur Terre pour se reposer? Moi, en fait, le truc du 14e docteur qui reste sur Terre, je me suis un peu fait à l'idée. Moi, ce qui me dérange, c'est le fait qu'il est un TARDIS. Je trouve ça débile. Le seul
moyen que j'ai trouvé pour l'expliquer, c'est que comme le 14e Docteur va faire une propre boucle sur son histoire pour revenir au moment de la bigène pour se régénérer en 15e Docteur, que du coup le TARDIS en réalité c'est le TARDIS du 14e Docteur qui fait le même cycle que là, et du coup au moment où il donne le coup de maillet, il fait sortir le TARDIS un peu plus vieux, qui du coup lui est le TARDIS de Gatwa. En fait tu vois, le TARDIS et le Docteur ont tous les deux fait la boucle, et du coup c'est pas un nouveau TARDIS, c'est juste le même... C'est juste que c'est pas... Je promets, Pauline a fait une vidéo sur la bigénération, il y a des phrases, je dis ah ouais c'est bien, mais je comprends rien. Non, pourtant c'était clair ou c'est... Oui, c'est clair, mais il y a trop de mots à la suite. Pour moi, regardez notre vidéo sur la bigénération si vous l'avez pas encore vue, mais en gros, de ce que j'ai compris, le 14e Docteur va vivre sa vie comme ça, et à la fin, va revenir d'une manière ou d'une autre au point où s'est produit la bigénération, va se changer en Ncuti Gatwa. Ce qui explique pourquoi Ncuti Gatwa, au début, il est un peu déboussolé, mais de manière générale, il comprend assez vite qu'il est revenu au point de la bigénération. Mais donc voilà, bigénération, je suis pas du tout opposée au principe. De toute façon, j'ai déjà expliqué mon point de vue dans le HO. Il y a aussi la vidéo bigénération où j'explique un peu. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà pas mal traité. C'est juste que le côté, le docteur doit se reposer. Pourquoi lui donner un TARDIS? Pourquoi pas? C'est ça. Bah voilà, t'es dans ta dans ta famille, t'es en ta femme. Ouais, la MIF. La MIF. Il y avait déjà une MIF, la fois d'avant. Non, mais c'est pas la même. En fait, le problème, c'est que c'est le même mot qui est utilisé, alors que c'est pas du tout le même genre. Parce que ça, MIF, c'était un groupe, qui s'entendait super bien, qui était très fusionnel. Mais pour autant, c'était pas une famille où tu te reposes. Là, c'est vraiment le côté familial ou cocon, un peu, en fait. Le dimanche, le dimanche à la famille. C'est ça. Oh là là. La pub ricorée, là. Ça ressemble vraiment à une pub ricorée. J'ai déjà dit, de toute façon, ce qui me dérange, c'est un peu aussi le côté que ce soit encore une fois David Tennant. Je t'aime beaucoup, David Tennant, mais voilà. Après, je comprends aussi le point de vue de Russell T. Davies qui a voulu un peu rendre hommage à son pote. Parce que c'est ça aussi l'idée. Le but, c'est aussi de signer la fin de la New Who. Et voilà, et ça signe la fin de la New Who. Et bon, quoi qu'on fasse, Tennant représente beaucoup la New Who, comme Tom Baker représente les classiques. C'est ça. C'est bien qu'il ait une happy end. C'est normal aussi qu'il ait une happy end. Oui, pourquoi pas lui donner une happy end. En vrai, je suis pas opposée à tout ça. C'est pas le choix que moi j'aurais fait. Mais déjà, je l'aurais pas forcément fait revenir. mais en soi, je trouve pas ça si mal que ça. C'est vraiment le truc qui me dérange, c'est la présence de Stardust. Parce que il est là pour se reposer, il est pas là pour partir je ne sais où. En fait, tu sais, c'est un peu comme quand tu dis, j'arrête de manger des bonbons, ou j'arrête de manger du chocolat, j'arrête le chocolat. Et t'as quand même des plaquettes, on sait jamais. On sait jamais si t'as envie de te faire un petit gâteau. Mais du coup, tu passes devant. Les premières fois, tu fais « Ah non, j'en prends pas. » Puis petit à petit, tu vas prendre ton petit bout de chocolat. C'est du vécu. Mais c'est pareil, en fait. Mais déjà là, il le dit qu'il a déjà utilisé son TARDIS pour aller à des endroits. Du coup, tu dis « Super le repos, quoi. » Mais le docteur, c'est pas que la fin. Il a quand même été beaucoup de choses, le 14e Docteur. C'est un docteur que je trouve super intéressant parce qu'on s'attendait à une copie du 10e Docteur, que Russell T. Davies l'a écrit comme étant comme le 10e Docteur, que David Tennant a pensé le jouer comme étant le 10e Docteur, et qu'en fait, c'est un personnage qui n'a finalement plus grand chose à voir. Et du coup, c'est très drôle, parce que dans le in-commentary de The Giggle, il y a David Tennant et Russell T. Davies qui parlent du fait que tous les deux, ils ont pas du tout eu l'impression de faire quelque chose de différent, et qu'en fait, tout le monde leur dit qu'ils ont fait des trucs qui n'ont rien à voir. Mais ils se rendent compte, ils disent, on a quand même vieilli tous les deux, donc il y a des choses qui changent obligatoirement. C'est en fait, on sent la maturité, on va dire, des deux, qui s'est répercutée sur ce personnage, où en fait, ils avaient pas envie de raconter la même chose avec, et inconsciemment, ils ont raconté autre chose avec. Ils ont raconté un personnage qui, finalement, s'est retrouvé vraiment impacté par les vies qu'il a traversé auparavant. C'est vrai que forcément il ressemble beaucoup au 10e Docteur par certains côtés, mais en même temps il est quand même plus calme, plus raisonné, plus sage d'une certaine manière, moins vantard, tu vois. Ouais. Et beaucoup plus à dire ses sentiments. Le 10e Docteur il disait pas ses sentiments. Après du coup c'est quand même un point positif ça déjà parce que ça change un peu. J'étais content de voir Tennant en vrai, ça marche bien, c'est un bon docteur, c'est un bon acteur. Et c'est un bon docteur, donc du coup, ça fait plaisir en fait de le revoir avec ses petites expressions et tout ça.
je sais pas trop quoi dire de plus en vrai. Parce Mais que... j'avais peur que ça fasse forcer, tu vois, comme dans la bande-annonce, on nous montrait, ah bah là il a dit allons-y, là machin, je me dis, oh, putain, mais ça va vraiment être le même. Et en fait, le fait que du coup ils sont un peu différents et que finalement les références soient pas si nombreuses que ça, et j'aime beaucoup le fait que juste avant de se régénérer, le penchant positif de I don't wanna go devienne allons-y, et que I don't wanna go il y va alors que allons-y il reste. Mais ça m'a plu. J'ai trouvé ça super malin. Le 15e docteur qui dit allez où en français. Allez où en français, on référence à allons-y. Trop bien. Mais... Celui qui a fait ça, je sais plus qui c'est, mais c'est trop bien. Tu gères. L'adaptateur français, bravo. Mais donc voilà, pour moi le 14e docteur, vraie surprise. Je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça, et je suis vraiment contente. Parce que c'est... J'ai eu tendance à dire ces dernières semaines que le 10e docteur était mon crush d'adolescente, un peu, enfin de jeune femme, c'était mon crush de jeune femme, et que le 14e docteur, c'est mon crush de daronne. Donna, on en a un peu parlé déjà avant, je sais pas si t'as des trucs à rajouter sur Donna. Mais pareil, évolution intéressante. Je trouve, enfin, ouais... Enfin, évolution du caractère du personnage. Voilà, c'est ça, un peu comme tu disais, bah je pense que le personnage est plus vraiment pareil qu'avant. Ah, il a vieilli, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Je trouve que bah pour ce qui en a été fait, c'est du gâchis. Et pour le peu au final qu'elle sert dans les épisodes, c'est vrai. Ça aurait pu être n'importe qui, c'était pareil en vrai. Ça m'embête d'avoir gâché la fin de ce personnage pour si peu. En vrai, ils auraient mis une nouvelle compagne. Je suis en train de réaliser que tu mets Martha à la place, c'est plus pertinent que Donna. Il y avait quand même un truc à faire avec le fait qu'on connaît déjà bien la famille de Martha, qui a été en couple. Alors si on pouvait la remettre en couple avec Lucifer, là, plutôt que de la mettre en couple avec Mickey... Le vrai Lucifer. Le vrai Lucifer. Le Lucifer de la vraie vie. Tu vois, Martha qui retourne avec Tom Ellis, qui fait la petite vie de famille, qui a un enfant et tout ça. Tu fais la même chose avec Martha, et bah ça marche super bien. Ça marche aussi. En plus, t'as Unit. T'as Unit. Martha, elle bosse à Unit. Mais bon, le but c'était de ramener Donna. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était assez décevant que dans le 3e épisode, elle est complètement effacée, elle sert à rien, ça pourrait être n'importe qui. Bah ouais, puis même en plus dans le 3e, le premier il tourne d'elle, c'est... le 2e, ouais. Ils sont qu'à 2, donc obligatoirement elle est moins effacée, mais je trouve que elle est lambda un peu, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait on en sait peu sur elle dans le 2e, bah c'est oui. surtout autour du docteur que ça tourne. Et dans le 3e, bah elle est inexistante quoi. Elle est inexistante. Le truc c'est que dans le 3e, j'aurais préféré qu'il y ait que Mel en fait. Parce que du coup, Mel, je l'ai trouvée plus intéressante que Donna dans cet épisode, et en plus Donna elle se retrouve à faire des trucs que normalement ça devrait être Mel qui fait, vu que Mel c'est censé être une informaticienne de génie, ce qui n'est pas le cas de Donna. Pourquoi est-ce que c'est elle qui se retrouve à devoir taper des trucs super compliqués? Elle tape des poupées aussi, ça va. Ça c'est cool. C'est qu'on n'est pas trop revenu là-dessus dans The Giggle, on a parlé un peu de cette partie-là, mais le côté horrifique de toute cette partie-là, ouais désolé je repars un peu sur The Giggle parce que du coup on n'a pas dit ça, mais vraiment le côté marionnette, dans tous les épisodes, le fait qu'il y ait eu des marionnettes, mais tout particulièrement dans cet épisode-là, où elles sont vraiment flippantes, qu'est-ce que j'ai aimé. Je sais que j'en ai parlé au début, mais vraiment, pour moi, le point fort de ces 3 épisodes, c'est les marionnettes. Quoi? Bah écoutez, on va regarder des spectacles de marionnettes au lieu de regarder Doctor Who à un moment. Regarde Guignol. Bon, c'est quoi la suite, là? Perso sec. Perso sec. Perso sec? Le personnage secondaire, Julien. Ah, les personnages secondaires. J'ai marqué la famille Noble, dont on a déjà pas mal parlé. Mais par contre, les personnages de Unit, on n'en a pas parlé. On sent tellement qu'ils sont installés pour revenir après. Spin-off ou pas, en tout cas, ils sont clairement là pour revenir la saison prochaine. Déjà parce que c'est le décor le plus cher des spéciaux, la salle de Unit. Donc ils l'ont pas fait pour rien. Ils l'ont pas fait juste pour un épisode, c'est sûr. Et puis ça se voit à la manière dont c'est installé. Le Vlinx, il est là pour servir de l'équivalent de l'ordinateur de Sarah Jane, Mr. Smith dans Sarah Jane Adventures. Bah là, ce sera le Vlinx. Oh, ouais. Ouais. Mais on sent qu'ils vont revenir, enfin que Mel il te l'installe vraiment pour rester, que enfin Kate de toute façon elle est toujours là. Puis pareil, Shirley Ann Bingham qui du coup est un personnage récurrent de ces 3 épisodes vu qu'elle était dans le premier et dans le 3e, mais c'est sûr qu'on va la revoir, la nouvelle Osgood. Personnellement je la préfère à Osgood. Moi aussi Osgood, j'ai jamais trop compris l'engouement autour d'Osgood, mais bon c'est une autre histoire. Après je comprends pas pourquoi RTD veut comme ça ramener Unit. Enfin, Unit est jamais parti en soi. Non, Unit, mais ils étaient là. Ils sont très présents en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ils sont vraiment très présents et je comprends pas trop
Et en fait, du coup, j'aimais bien, moi, quand Unit, c'était un peu le docteur devait collaborer avec Unit, mais il s'aimait pas trop. Alors que là, en fait, bah, ils s'entraident, et au final, c'est juste, bah, des potes du docteur, quoi, et je sais pas, c'est l'armée, quand même, ils ont des armes et tout, c'est la manière forte, tu vois, c'est l'inverse du docteur Enfin, je trouve ça bizarre que le docteur accepte ça, tu vois. À chaque fois qu'ils arrivent au courant avec leurs armes et tout. Ouais, ils me font souffler du nez à chaque fois. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais bon. Ça, dans la première ère RTD, j'aimais déjà pas le traitement d'Unit quand on l'a vu avant de voir l'ère classique et qu'on savait pas ce que c'était Unit. Chaque fois qu'on les voyait débarquer, déjà, je me souvenais jamais que c'était le même organisme qui débarquait. Mais bon, après avoir vu les classiques, j'ai un peu plus compris ce qu'était Unit. Mais c'est vrai que c'est pas l'écriture que je préfère. J'aimais bien sur la période Moffat où t'avais un peu plus un côté agence service secret un peu, tu vois, que j'aimais bien, qu'ils avaient rajouté au-dessus avec tous les trucs de Black Archive et compagnie. Sur l'ère Chibnall, ça m'a beaucoup fait rire qu'ils mettent la clé sous la porte pour cause de Brexit. Bon, la façon dont ils reviennent, c'est un peu trop facile, mais en même temps, bon bah c'est... Ouais, faut pas qu'ils reviennent. S'il faut qu'ils reviennent, ils reviennent. Hein, oui, mais ils étaient pas censés revenir comme ça, il y a eu le Covid, quoi. Mais disons que à chaque fois, chaque ère a essayé d'en faire des choses différentes, et c'est vrai qu'en fait, ce que j'aime le moins dans ce qui est fait d'Unit, c'est la première ère RTD, où je trouve qu'ils ont vraiment trop un côté militaire, quoi, et moi, les militaires, je m'en fous. Enfin, j'ai préféré là, où t'as pas que le côté militaire. T'as quand même le côté scientifique qui est pas mal mis en avant, le côté informatique et tout ça qui est mis en avant, c'est pas juste les militaires qui débarquent dans la rue. Bon, on a parlé des persos secs. Le prochain, c'est antagonisme, on en a déjà beaucoup parlé aussi, en vrai. Ouais, mais on peut revenir un petit peu globalement, enfin on a surtout parlé beaucoup du Toymaker, un peu du MIP et tout ça, mais de manière générale. Qu'est-ce que tu penses du traitement des antagonistes dans ces 3 spéciaux? C'est un point fort pour moi des épisodes, les antagonistes. C'est vrai qu'ils sont tous très marquants. C'est important à noter. Ouais, que ça soit le MIP, tout le monde va retenir le MIP, le néant, bah tout le monde va retenir aussi, enfin sans retenir que c'est spécialement le néant, mais tout le monde va retenir ce qui s'est passé avec, et Toymaker, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en rappeler aussi, parce que bah déjà c'est Neil Patrick Harris, et du coup ben c'est... Je crois qu'on a rarement eu un acteur aussi bon sur Doctor Who. Ouais, voilà, je pense qu'il a enterré tout. Mais même les trucs qui m'ont pas trop plu dedans, bah... j'ai été convaincue par sa manière de les jouer un peu, tu vois. Ou c'était pas ce que j'attendais, mais comme lui il le joue super bien, bon bah ça va, j'ai été embarquée dans le truc, quoi. Et c'est vrai que super chouette casting. Ah, faudra voir comment ils vieillissent, mais ouais, quand on est sorti des 50 ans, moi les Zygones m'avaient pas marqué outre mesure. Ouais, j'ai trouvé ça trop nul que ce soit les Zygones, les antagonistes, en vrai. Et alors que là, bah les 3, je suis conquise immédiatement, quoi. Mais de manière générale, je pense que Russell T Davies, il avait surtout envie de s'amuser avec ces 3 épisodes, qu'il y a certains trucs où c'est un peu foutu de la cohérence, il voulait surtout faire le truc qui l'éclatait en tant que fan. En vrai, tu dis sur ces 3 épisodes, mais je pense aussi que par la suite... Ça sera pour les saisons suivantes, ouais. Je pense que par la suite, ça va être ça. Je pense qu'il a envie de faire des scénarios, il a envie de s'amuser. Un peu comme nous avec les Contes de l'Infini, qui est en ce moment sur Ulule. Checkez la description, notre anthologie de nouvelles sur Doctor Who faite avec des amis. D'ailleurs, j'ai un truc à dire. Hein. Ma nouvelle à moi, je l'ai écrite avant les épisodes. Hein. Je préfère le préciser. C'est vrai. C'est vrai que toi, il y a un lien. Bah oui, parce que je vais pas dire pourquoi, mais quand vous lirez, vous direz peut-être, ah putain, il y a une ressemblance avec ça. Je vous jure qu'il l'avait écrit avant. Ah oui, oui. Parlons du 15e Docteur. Donc on a un peu parlé de la bigénération tout à l'heure, mais surtout du point de vue du 14e Docteur. On a un nouveau Docteur qui a le droit à plus que juste une scène. Et ça me donne, je suis quand même contente. Un réveil, tu vois, un peu, avec une phrase. Là, j'étais tellement contente de pouvoir passer du temps avec lui, même si, du coup, bon, j'ai déjà expliqué qu'il y a des trucs qui, pour moi, avaient un peu obscurci, qui m'avaient saoulé au premier visionnage. Au deuxième visionnage, j'ai beaucoup plus apprécié. En montant la vidéo sur la bigénération, j'avais juste envie de chialer plusieurs fois, alors que devant l'épisode, au premier visionnage, rien. Et là, en le revoyant faire des câlins, faire des bisous sur le fond, je fais « Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est mignon, oh, ça fait du bien de voir le docteur comme ça. » Moi là, du coup, quand tu parles de au premier visionnage, j'avais l'impression qu'il était un peu invisibilisé par Tennant. Oui. T'as un peu ce côté chaperon, un peu qui
qui en fait est pas ça du tout, je pense. Il y avait ces quelques phrases où vous voyez que c'était le docteur et tout, mais que c'était beaucoup de Tennant, et je pense que c'est normal en fait, parce que en fait c'est pas le début de Yatois là qu'on voit. Ouais, c'était les adieux à Tennant. C'est la fin de Tennant en fait. Et une fois qu'en fait on l'a digéré, ça s'est passé mieux. Parce que là, tu te dis, bah, c'est maintenant, en fait, qu'on va avoir le droit au vrai 15e Docteur. Là, on a eu des prémices un peu, C'était de la mise en bouche. On a eu quelques moments où il est flamboyant, tu vois. Mais je trouvais qu'il y avait trop de Tennant qui était devant lui, un peu. Pour expliquer les incohérences où il y a certains trucs dont il se souvient pas, comme t'es censé oublier quand tu te rencontres toi-même, bah, peut-être qu'il se souvient d'avoir fait une bigénération et compagnie, il se souvient peut-être de certains détails, mais qui se souvient pas de tout ce qui s'est passé. Ce qui expliquerait certains flous. Mais il se souvient peut-être même pas de la bigénération, du coup. Bah, il a quand même l'air de bien se réaliser tout de suite où il se trouve, quoi. Ouais, bon, genre, je ne sais pas. Trop bien. C'est compliqué, et je pense qu'en plus, ça sera un truc qui sera jamais plus expliqué que ça. Je pense que Russell T. Davies n'a pas une idée fixe sur la question. Mais non, je pense que... Mais vraiment, on a regardé tous les bonus, hein. Je pense qu'il en a pas d'idée. Mais en fait, quand il parle... Il a juste fait ce qui le faisait kiffer, en fait, et tant pis, c'était pas logique. C'est trop marrant, parce que quand il en parle, il est là, ah, ma théorie, c'est que ça... Mais c'est pas des théories, t'es en train d'écrire la truc, donc tu sais très bien, il faut savoir ce qui s'est passé. Et il est là, ah, ma théorie, c'est que tous les docteurs ont eu leur truc et tout. Quoi, mais ta théorie, mais ça veut rien dire. Je cite Steven Moffat, nous, quand on écrit des épisodes de Doctor Who, on a l'impression d'écrire des fanfics. Jusqu'à ce qu'elles soient validées par le suivant, et où ça devient des vrais épisodes de Doctor Who. Je vous jure que dans les commentaires, il assume à 100% il sait très bien que les gens vont lui tomber dessus parce que ça n'a aucun sens, mais qu'il s'en fout parce que ça l'amuse. Mais c'est vrai que... Ce qui a des points positifs et aussi des côtés négatifs. Bah, mais... C'est vrai qu'après, il faut aussi se rendre compte qu'en tant que fan, on est peut-être à trop prendre ça au sérieux. Je parle pour nous comme je parle pour vous, peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes, on prend ça trop au sérieux. À un moment, le but d'un épisode de Doctor Who, c'est aussi, tu regardes, tu t'amuses, et quand c'est fini, bah c'est fini, et puis t'attends la semaine d'après, ou t'attends 3 mois ou 1 an, selon ce qu'il faut attendre. Et puis voilà, en fait, c'est ça normalement. Et c'est à ces gens-là que RTD veut parler, en fait. Ça se voit aussi beaucoup dans ses commentaires. Les fans, bah c'est des fans, ils seront toujours là quoi qu'il arrive, donc ils s'en foutent. Il va pas leur parler. À chaque fois qu'il parle des fans, c'est un peu bon, bah les fans ils sont au courant de ça, mais bon, ils ont très vite été au courant de la bigénération, ça a fuité. Mais bon, le principal c'est que mes sœurs en ont pas entendu parler et qu'elles sont contentes devant leur télé. Ça montre bien l'état d'esprit. Et c'est ça que veut faire RTD. Bon, après... moi je trouve qu'un juste milieu c'est bien quand même, parce que j'ai peur qu'ils soient un peu trop extrêmes sur cette voie-là. Après, bah écoutez, c'est ça sa direction. Je pense qu'il faut essayer de ne pas le prendre trop au sérieux. Et pour recentrer un petit peu, quand même, parce qu'à la base on parlait du 15e Docteur, Ncuti stellaire. Mais... Parce que comme tu dis, il est fait pour être un peu effacé, pour laisser Tennant finir son truc, mais alors dès qu'il est dans la scène et qu'il fait un truc, il te vole la scène. Sur les premières images, bon, à part son annonce, mais c'était nul, hein. Toutes les images qu'on a eues de lui, à chaque fois on dit, mais oui, c'est le docteur. Enfin, il y a zéro problème avec ça, tu vois, tu t'en doutes pas une seconde. Tu le vois, tu te dis, il est fait pour jouer le docteur, en fait. Là, le choix, il est parfait, je trouve. Après, on verra ce que ça donne, hein. Je me trompe peut-être. Hein. Je me dis que même si les épisodes de la prochaine saison sont décevantes, le docteur ne le sera pas. C'est vrai. T'auras au moins ça, tu vois. Maintenant, il y a un point que t'as un peu abordé tout à l'heure. Est-ce que tu penses que les 60 ans ont été bien célébrés avec ces 3 épisodes ? J'ai envie de dire oui. Je veux dire, les 50 ans, c'était autre chose. T'as eu les 2 docteurs qui revenaient, t'as eu un truc énorme qui fêtait bien les 50 ans, et là c'était un vrai anniversaire. Là, bon, bah du coup, c'est pas exactement la même chose. Mais c'est 3 bons épisodes, en fait, qui reprennent des thématiques, des anciennes thématiques, qui vont reprendre le flux, qui vont reprendre des personnages des comics, des personnages des classiques, qui vont inventer des nouvelles choses, enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses, et qui est très Doctor Who-esque, quoi. Enfin, Doctor Who est revenu, là, tu vois, comment ils disent? Ouais, c'est le grand retour de Doctor Who. C'est peut-être pas au global ce qu'on attendrait d'un anniversaire, mais en même temps je trouve que c'est plutôt pas mal en fait ce qui a été fait.
Bah c'est un peu ça. En fait, une célébration un peu comme les 50 ans, on en a eu une l'année dernière avec Power of the Doctor pour le centenaire de la BBC. Donc je m'attendais pas forcément à du multi-doctor et compagnie. 4 épisodes comme ça aurait été un peu épuisant, je pense. J'adore Power of the Doctor, mais 4 fois de suite Power of the Doctor, je fatiguerais un peu, on va dire. Mais donc voilà, on avait déjà eu notre fanfest au niveau des guests l'année dernière, donc bon, ça m'a pas trop dérangé que ça le soit pas. Si on les prend indépendamment, on se dit, mais en quoi on célèbre un anniversaire? Mais si on les prend au global, eh ben on a les épisodes monstres en caoutchouc, les épisodes futuristes à concept, les épisodes dans le passé. On a le retour d'un ancien docteur, entre guillemets, ancienne compagne, Unit. On a les musiques qui reprennent à la fois celles de l'ère Davis, celles de l'ère Moffat, celles de l'ère Chibnall et même des classiques. On a dans les thématiques un épisode qui s'inspire vraiment de l'ambiance RTD, de l'ambiance Moffat et de l'ambiance Chibnall, et chacun un. Quand on prend comme ça en les mettant tous ensemble, on se dit mais en fait il y a plein de références à la série qui sont distillées dans ces trois-là, où c'est pas appuyé forcément ultra fort dans ta face, mais quand tu les prends séparément, bah tu te dis voilà, c'est juste des épisodes bateaux, et en les prenant ensemble tu te dis ah mais il y a quand même des trucs qui les relient, et ces trucs c'est Doctor Who. Du coup, je trouve que après les avoir digérés et tout ça, et après avoir un peu décortiqué comme ça, d'essayer de trouver les détails, on se rend compte que c'est des bonnes célébrations des 60 ans, qu'elles ont vraiment rendu hommage à la série. Je sais pas si, dans le temps, ça va marquer comme étant véritablement des célébrations des 60 ans. Est-ce que Power of the Doctor va pas plus marquer, vu que c'était du fanfest avec des caméos? Je sais pas, on verra avec le temps, de toute façon, ça le parce temps que The Giggle avec la bigénération et le Toymaker peut marquer aussi. Après, t'as ça, et puis tu dis Power of the Doctor, mais en fait, là t'as beaucoup de fans qui sont revenus. Je veux dire, Power of the Doctor, ils en ont pas entendu parler. Il y a la plupart des gens. Et là, c'est bien dommage pour eux, parce que Power of the Doctor, c'est le meilleur multi-docteur de toute la série. Je suis sûr qu'il y a des gens qui s'entendent regarder et dire putain, c'était quoi Power of the Doctor déjà? Tu vois, je suis à peu près persuadé à 100%. De toute façon, oui, je suis persuadé à 100%. Alors que ces épisodes-là ont le côté ramener les fans, ramener le Doctor Who d'antan, un peu le Doctor Who qui a plu à beaucoup de monde. Je pense qu'ils seront ils seront bien retenus en fait ces épisodes-là. Bah moi je retiendrai plus Power of the Doctor, on va simplifier comme ça. J'ai rajouté un truc quand même sur les 60 ans qui reprend un truc sur les 3 épisodes. C'est que ils servent à rien. En fait, ils servent pas à grand chose. L'histoire du 13e Docteur, c'est un Docteur qui essayait de s'échapper de quelque chose, qui a toujours essayé et qui a toujours été rattrapé, qui a toujours été écrasé un peu et tout. Et qui n'a jamais réussi à lâcher prise. Voilà, sauf à la fin. C'est ça, au moment de sa régénération. Et je trouve que à ce moment-là, une régénération, en plus, mais imagine bigénération comme ils ont fait là. Mais avec le docteur de Whittaker qui reste avec Yaz. Mais il y a quand même quelque chose de parfait à ce moment-là, tu vois. Je veux dire, alors qu'elle l'a laissé et elle revient la voir. Et puis voilà, c'est mignon. Et de l'autre côté, je dis à toi qui arrive parce que le docteur est apaisé, je trouve qu'il y a une fin à la fin de Whittaker un peu. Oui, ça fait là tu vois, t'as enfin compris qu'il fallait que tu prennes soin de toi, mais t'as besoin de temps pour le faire. Alors comme ça, paf, va sur le côté, t'as le temps pour reprendre. En fait, du coup, il y a toute cette histoire où le docteur, à la fin, enfin Whittaker, le 13e docteur, est apaisé, pour revenir sur un docteur torturé. Et c'est ça qui me plaît. Enfin, les épisodes sont bien, donc c'est un peu je m'en fous. Mais en vrai, tu pourrais les enlever, ces épisodes, que t'aurais un truc un peu mieux, je pense. Bah disons que ça se sent qu'ils ont été écrits avant que Russell T Davies voit Power of the Doctor. Ouais, parce qu'il y a plein de références à Flux, tu remarqueras qu'il n'y en a pas à Power of the Doctor, qu'il y a plein de trucs qui contredisent Power of the Doctor. Par exemple, par rapport à Kate, qui est obligée de porter un Videx parce qu'elle a pas voyagé dans le TARDIS. Kate, elle a voyagé dans le TARDIS dans Power of the Doctor. Elle a voyagé autant, voire plus que Wilf dans le TARDIS. Après, Wilf, peut-être un... Oui, t'as vu, théorie selon quoi en fait Wilf serait affecté, mais c'est juste que lui, comme le truc auquel il va avoir raison, c'est attendre le docteur. C'est pour ça qu'il est resté pendant les émeutes à cet endroit-là, à attendre le docteur. C'est vrai. Du coup, ça donne juste l'impression d'une redite au niveau de l'évolution du docteur à ce moment-là. Donc bon, c'est super cool de revoir Tennant. L'évolution est bien faite, mais c'est vrai que
vu la conclusion, tu dis, bah en fait la conclusion aurait pu juste être faite avec Whittaker de la même manière. Et mais bon, ça aurait pas fêté les 60 ans, non, ça aurait pas ramené les fans, ça aurait pas... Disons que c'est un peu perturbant que les deux histoires soient si proches au niveau du développement mental du Docteur. C'est proche et c'est... En fait, ce que je dis juste, je dis les épisodes étaient bien, donc je vais pas non plus les supprimer. Enfin c'est surtout qu'en fait les épisodes auraient pu être des épisodes de saison. Wild Blue Yonder avec Ncuti Gatwa, où justement il est obligé un petit peu de se souvenir ces traumas qu'il a réussi à mettre derrière lui, et où justement il dit mais non mais... je travaille là-dessus, je passe au-delà de ça et tout ça, ça aurait pu être super intéressant aussi. C'est un truc qui m'énerve, c'est que par exemple le docteur qui a changé de vêtements au début, tous ces trucs-là, je sais qu'on va, enfin c'est peut-être pas le moment de revenir là-dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais tous ces trucs-là, ça m'embête un peu. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence quand même. Dans ce qu'il raconte? Bah dans ce qui a été fait, quoi. Pourquoi Pourquoi est-ce que Tennant, il a pas le droit de se régénérer dans des vêtements de femmes qui sont des vêtements unisexes, mais par contre Ncuti Gatwa peut se régénérer en slip? Voilà, par exemple. Je comprends pas. Et je pense qu'il a des convictions, et que il veut faire ses convictions parce qu'il est plein de bonnes intentions, et qu'il veut faire pour le mieux. Sauf que parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est super de vouloir faire des bonnes choses et de vouloir être progressiste à mort et de vouloir montrer une évolution dans le paysage télévisuel. Mais le truc, c'est qu'il doit apprendre à regarder autre chose que son nombril. Il pense qu'il sait tout faire, alors que ça reste un être humain, qu'il a ses forces et qu'il a ses faiblesses, et qu'il faut qu'il parle aux gens. Je pense qu'en fait, il parle aux gens. Oui, mais je pense qu'il parle aux gens, mais qu'il en retient ce qu'il veut. Ouais, voilà, il en et retient qu'après, il n'en reparle pas après coup. Parce que je suis persuadée que ces scénarios, il les a pas fait lire à des gens qui étaient concernés par les thématiques dont il parlait. Oui, non, je pense pas. Ça se sent, en fait, qu'il l'a pas fait relire. Parce que c'est plein de bonne volonté, mais c'est super maladroit. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que je me doute que ça va être la même chose sur la saison prochaine. Et que la saison 2, elle est déjà en production. Donc, ils sont déjà en train de la tourner. Donc c'est qu'il y aura pas plus de retour dessus. Et qu'en fait... The Giggle, il nous a fait un épisode où il dit les gens ils sont persuadés d'avoir raison et de pas écouter les autres, et en fait c'est ce qu'il fait. C'est ce que t'allais dire? Non, mais on en a pas parlé de ça pendant The Giggle. Moi ça m'a énervé, je reviens désolé, dans The Giggle, d'être pris dans le truc où t'as RTJ au début qui te met des gens qui pensent avoir toujours raison, et que en fait vu qu'ils ont toujours raison, en fait c'est des méchants et tout, c'est pas possible de vivre comme ça. Et à la fin je me sentais pas bien parce que j'avais l'impression d'être prisonnier du truc, c'est-à-dire que si t'as bien aimé ce qu'il a fait, très bien. Si t'as pas aimé ce qu'il a fait, en fait t'es comme eux là, tu vois, ces gens qui pensent toujours avoir raison. Et ça, c'est parce que comme on sait comment il est sur les réseaux sociaux, on sait que c'est un peu ça qu'il a pensé en écrivant l'épisode. Mais oui, mais l'épisode c'est bien fait. Alors c'est du génie ce qu'il a fait. Mais moi ça m'a pas plu. C'est un des gros reproches que j'ai eu, un des gros trucs qui a fait que l'épisode m'a vraiment énervé à la fin. Enfin... si toi tu penses avoir raison alors que c'est contraire à moi, c'est parce que t'essayes d'imposer ton idée, et qu'en fait du coup lui il fait pareil, et ça m'embête parce que ça se sent qu'il est plein de bonnes intentions et que c'est un super scénariste et tout, et j'ai pas envie qu'il s'enferme dans ce genre de travers. Là c'est le début, c'est des épisodes qu'il a écrit peut-être. Il se remettait en marche quand il a... Oui, je me dis, à l'échelle d'une saison, ce sera peut-être différent. À l'échelle d'une saison, il va moins y avoir de trucs comme ça, tu vois, je pense. Ce sera plus distillé. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que ça pourra on va lui donner sa chance, quand même. Ah bah oui, mais complètement. Moi, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire. Parce que c'est un super scénariste. Capable du meilleur comme du pire, mais qui est capable de faire du très très bon, et qui a justement ses idées et sa détermination à les mettre en place. Il a les moyens financiers, techniques de faire le Doctor Who qu'il a envie de faire et qu'il n'a pas forcément eu les moyens de faire en 2005. J'attends vraiment de voir ce qu'il va faire à ce niveau-là. Moi aussi, je suis pressé. Enfin, le peu d'images qu'on a vu, ça donne envie en tout cas. Épisode de Noël, mais énorme hype, quoi. Et je pense aussi ce qu'il a voulu raconter, surtout dans The Giggle, en fait, RTD, c'est ce côté un peu, bon, la New, c'était chaotique un peu, tu vois. Ça a toujours été un peu chaotique dès le début. Ouais, ça a rien que voir avec Eccleston qui veut, enfin, tu vois, comment ça s'est passé avec Eccleston et tout ça. C'était toujours rapide, c'était toujours dans la précipitation, c'était toujours énervé, c'était toujours... Maintenant, on se pose, on fait les choses dans l'ordre, on se calme.
Oui, non, mais ça veut pas dire pas bosser. Ouais, j'allais dire, parce qu'une saison par an... Une saison par an, avec beaucoup en moins d'épisodes, gens, il est déjà... la deuxième saison. Oui, parce qu'ils se prennent 1 an et demi d'avance au cas où, justement. Tu vois, ouais, mais c'est parce qu'après, il va encore caler ses spin-offs en plus. Après, ça on verra. Pour l'instant, on sait après, pas. Mais après, c'est surtout que RTD, c'est comme ça qu'il bosse. Puis C'est comme ça. Enfin, il sait pas bosser autrement, en mais fait. Je pense que d'être tout le temps occupé. Mais rien que prendre de l'avance, c'est quelque chose de super important. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait sur Doctor Who. Ben voilà, non mais c'est exactement non, mais ça. Vrai. Alors, on va peut-être conclure, ouais. parce que cette vidéo, elle est longue. Il est 00h30 passé. J'ai envie d'aller me pioter. Désolé si cette vidéo est un peu fouillie, mais bon, on est un peu fatigué. Vous nous direz si c'était bien de nous voir avec les yeux complètement explosés derrière notre bar. Garçon, Margarita. Si vous voulez. Bah ça j'ai pas ça. Donc la suite, on a du teasing sur tout ce qui arrive. Celui qui attend, le maître dans la dent en or, le boss, l'armée du Toymaker, ou je sais plus comment on dit. J'aime beaucoup la théorie selon laquelle les prochaines saisons soient beaucoup plus basées sur les mythes que sur les aliens, tu vois. Ouais. Un côté plus fantasy. Un peu, ouais, plus fantasy, peut-être raconter de nouvelles choses, tu vois, ça peut être beaucoup plus, enfin, ça peut être intéressant, un mélange, justement, aussi entre, ces mythes et des aliens, tu vois, enfin. Oui, des choses qu'on avait eues par petites touches dans Doctor Who, mais c'était toujours de temps en temps, et donc là, on partirait sur une ère beaucoup plus fantasy, en fait, d'après toi. Moi, j'espère que le truc autour de la musique va se concrétiser, parce qu'il y a beaucoup de liens avec la musique qui se sont tissés déjà là, avec Donna la musicos, là, aucun sens que Donna arrive à résoudre ça si elle n'est plus le Docteur Donna. Mais bon, ça, voilà. Je pense qu'RTD est dans une période musique. Ouais, je pense qu'il est très très musique. Et j'ai l'impression qu'il veut mettre beaucoup de musique dans Doctor Who. Enfin, il y a beaucoup de liens avec la musique. On va pas tout dire. Ouais, non, parce qu'il y a des choses qui sont un peu du spoil, quoi. Ouais, voilà. Il y a des choses qui ont été annoncées que vous avez pas forcément envie de savoir. Vous verrez bien à Noël. Mais, voilà, je pense que ça a été bien entamé par les notes de musique, Spice Girls et compagnie, là. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Mais sinon, à part ça, les teasings, genre le boss, celui qui attend. Alors, celui qui attend... Tu me dis, celui qui attend... J'ai l'impression d'avoir entendu ça 10 fois dans Doctor Who, et encore plus en dehors, quoi. J'ai l'impression que dès qu'il y a un truc, faut appeler ça celui qui attend. Le boss, ça me hype plus. Ah bon? C'est la même personne, non? C'est probablement la même personne, mais je préfère qu'on appelle ça le boss. C'est ridicule, hein. C'est du niveau de dire Bad Wolf n'importe quand. Hein. Mais sérieusement, en fait... à part peut-être la personne qui ramasse la dent où se trouve le maître, qui est peut-être mieux amenée parce que c'est pas forcé en fait. Ouais, face à RTD, c'est pas qui c'est qui ramasse la dent, d'après lui. Mais arrête, RTD c'est très bien qu'il ramasse la dent. C'est juste que pour l'instant il a pas décidé, ou je sais pas, parce qu'il va pas faire revenir le maître tout de suite. C'est peut-être pour de la 3e saison, enfin c'est peut-être pour un truc qui est très loin en fait. Par contre s'il faut revenir Sacha Dhawan, j'imagine. Plaisir. Shooty Gatway et Sacha Dhawan. Oh, mais l'énergie. Oh là là. Mais ça explose, hein. La Terre explose. Enemy to Lovers. Enemy to Lovers. Oh. C'est ma nouvelle attente pour les prochaines années, et c'est ta faute. Je vais être systématiquement déçu. En plus, ta faute. En plus, avec le truc musical, ils pourraient chanter à deux, faire une danse. Ils pourraient danser tous les deux. Par contre, les autres trucs où c'est juste des noms bazardés. Mais ça, le boss, la personne qui attend. C'est tellement, mais en fait, tu sais rien. Donc tu peux pas dire je pense que c'est lui. Il y a même pas de théorie à avoir autour de ça en fait. C'est même probablement des personnages qu'on connaît pas déjà. Que ça soit des personnages qu'on connaît ou des personnages qu'on connaît pas en vrai. Puisque on nous a beaucoup demandé notre avis dessus. Moi j'ai pas de théorie dessus. Je sais pas qui c'est. J'ai même pas envie d'en faire. Attends, le boss, qui ça pourrait être le boss boss dromadaire. Dromadaire, y a pas de dromadaire dans Doctor Who. Il y en aura peut-être la saison prochaine. Ouais, c'est un dromadaire. C'est le boss. C'est fou. On sent qu'il est plus de minuit et demi, hein. Ouais. Celui qui attend. Qu'est-ce qui attend? Il attend le boss. Il attend le boss. Bon, et vous, tant qu'à faire, vous êtes là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé globalement. Oui, au revoir. C'est fini. Bah merde. Oui, c'est fini. Oh merde. Tu voulais encore dire quelque chose? Oui, je voulais encore parler de RTD. Regarde, j'avais encore des choses là. Vas-y, parle encore de RTD. C'est le générique. T'as 15 secondes. T'as 10 secondes. Vous savez ce qu'a RTD que nous n'avons pas? T'as 5 secondes. De l'argent. Et n'hésitez pas à rejoindre Patreon, comme tous les gens qui sont écrits... T'as 0,5 secondes. Laisse pas finir. Je parle de Patreon avec les gens qui sont écrits en dessous, tu sais. Eh bien, n'hésitez pas à le rejoindre. T'as 0,25 secondes. Mais tu me coupes. Comment tu veux que je finisse? T'as 0,1 secondes. Patreon. Allez, salut. Alors, voyure.